monde, ça me fait plaisir de prendre un petit moment ce midi avec vous pour vous parler un petit peu des tendances du marché du travail à l'aube de 2025. Je pense qu'on ne se cachera pas, les 5 dernières années ont été riches en changements. Les prochaines le seront certainement également. Puis Félix et moi, ben, à partir d'une réflexion qu'on a fait depuis, je dirais, 4 5 mois, on a sorti des enjeux, des préoccupations. Puis c'est ce qu'on va vous partager ce midi, peut-être celles qui rejoignent le plus nos champs d'expertise. Puis il y en a des fois qui sont un petit peu plus en dehors de notre champ d'expertise ou notre zone de confort, mais on va quand même juste prendre le temps d'ouvrir la réflexion ensemble. Fait que sans plus tarder, je vais vous parler déjà de changements chez Brio. Peut-être, ce serait vraiment on est en train de redéfinir un petit peu notre offre de service. Pour la plupart des gens, vous avez connu, ce midi, vous êtes sur le Midi Inspirant, donc vous arrivez de la page de Brio RH, qui était les Midis Inspirants, alors que le PA offre les Matins Inspirants. On a décidé dernièrement de revoir un petit peu notre offre de service pour vraiment plus s'arrimer autour du programme d'aide aux employés. Donc, sous peu, vous verrez moins la notation Brio RH, mais vraiment plus Brio PAE+. On ne sait pas encore comment on va la présenter, on est en réflexion, mais notre offre globale va intégrer vraiment le volet programme d'aide aux employés, la médiation et la gestion de conflits, la formation, le coaching de gestion, la santé organisationnelle, autant les études de climat que l'analyse des risques psychosociaux, vraiment tout ce qui peut toucher l'enjeu là, de la santé dans l'organisation, l'évaluation du potentiel, les incidents critiques et post-trauma, et ainsi que le support de fin d'emploi et le reclassement vont demeurer, dans le fond, dans le centre de nos activités. Fait que vous allez voir probablement dans les prochaines semaines, prochains mois, une nouvelle image qui va arriver sous peu, un nouveau site Internet et une offre bonifiée pour tout ce qui touche la santé organisationnelle. Ça nous amène à vous parler que ces changements-là, ben, ils ne sont pas seuls, mais ils arrivent aussi avec des belles opportunités. Dernièrement, Mallette était une entreprise qui nous référait de beaux mandats dans le programme d'aide aux employés et on a décidé avec eux de faire un partenariat, une collaboration pour tout ce qui touche les dossiers de rémunération, parfois quelques mandats de recrutement, fait qu'ils vont nous supporter dans des services qu'on a décidé de mettre un peu plus de côté. On a eu une belle opportunité avec Emploi CPA où vous allez, les gens qui sont membres CPA, vous allez peut-être constater qu'il y a beaucoup de contenu de Brio qui va être partagé via leur plateforme à leurs membres. Fait que vous allez avoir la chance encore là de rester aux affûts. Puis on a la chance aussi de participer à des événements avec eux. Fait que l'ordre de CPA sont très actifs. Fait qu'on vous invite peut-être à prendre le temps de vérifier la plateforme puis aller visiter tout ce qu'ils peuvent offrir en termes de services ou de services. Au niveau de Biron et la clinique Santé M, Brio a décidé de garder une offre distincte, c'est-à-dire en termes de télémédecine ou médecine intégrée. Donc, on s'est allié avec deux partenaires, qui est Biron et Clinique de Santé M, afin d'offrir les volets de télémédecine ou médecine intégrée. Et puis, c'est des collaborations quand même qui datent déjà de quelques années, surtout avec Accès-M. Puis ça nous permet de vous offrir des offres compétitives, mais aussi bien adaptées aux besoins de vos organisations. On se tenait à les souligner parce que c'est quand même vraiment des gens qui gravitent autour de nous dans notre quotidien. Maintenant, on va aller avec le déroulement de notre média inspirant. On a 4 grands blocs. On a le travail en mode hybride et à distance. On va parler d'EDI ou d'équité, diversité et inclusion, qui est quand même, depuis un an, quand même proche de 2 ans, là, quand même un thème qui revient souvent. La santé psychologique et le bien-être au travail. Et on va compléter avec la formation et le développement des compétences. Donc, avant de mettre, de rentrer dans le premier sujet, on voulait mettre la table avec les peut-être 4 tendances ou en chiffres pour chacun des éléments qu'on va aborder. Fait que le travail en mode hybride est quand même 45 en augmentation comparativement à un mode de travail classique ou simplement télétravail. Tu sais, au départ, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient adopté 100 télétravail et on voit que les gens reviennent un petit peu sur leur position en imposant soit une journée de présentiel et autres. Il n'y a pas un mode principalement défini, mais c'est ce qu'on va voir. Fait que 45 dans les 2 dernières années ont opté pour le mode de travail en mode hybride. Il y a 35 des entreprises qui estiment que les investissements en EDI, diversité inclusion, ne produisent pas les résultats tangibles. Fait qu'on va peut-être réfléchir sur des pistes de solutions pour le rendre plus tangible. 76 des entreprises considèrent que la santé psychologique est une priorité stratégique et en hausse de 24 par rapport à 2023.
Les gens me disent souvent: «Ben Vicky, depuis la pandémie, j'ai l'impression qu'on en parle plus», puis je pense réellement que c'est vrai. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut avoir identifié des sources de stress durant cette période-là, ce qui fait qu'on est plus sensibilisé à savoir que tout le monde, on peut vivre à un moment donné ou l'autre des enjeux de santé psychologique. Et 76 des employés affirment que les opportunités de développement sont l'un des principaux facteurs de satisfaction au travail. Fait que quand on veut travailler notre intention et autres, ben, on va avoir encore là des belles pistes de solutions à la fin dans le dernier bloc. Parlons du travail en mode hybride et à distance. Donc, les premiers éléments qu'on va aborder, Félix, ça va être vraiment la gestion de la performance qui devient un enjeu. Dans le fond, le travail hybride, c'est quelque chose qui s'impose, qui est nécessaire, ben, qui est nécessaire. C'est pas vrai, il y a des organisations qui ont encore décidé de rester au modèle conventionnel, mais c'est quand même le mode peut-être à privilégier, comme on l'a dit tantôt. Et ce mode de travail-là, ce qu'il faut savoir, ben, c'est qu'il vient avec aussi une réalité. Il vient avec des enjeux, des défis et ça nécessite à l'organisation de savoir s'adapter, à d'être plus proactif et développer une culture de collaboration aussi. Puis souvent, le dire, on sait ce qu'il faudra faire pour le rendre optimal, mais des fois, on ne sait pas toujours comment le faire. Fait que les éléments comme la gestion de la performance à distance, hein, quand on ne voit pas les membres de notre équipe fonctionner, opérer, oui, les résultats restent là, hein. J'ai un volume d'appels à prendre par jour, mon employeur va savoir que je les ai faits ou autre, mais il reste que d'évaluer des fois la qualité ou, et autres, c'est peut-être moins évident. Fait qu'on dit que les méthodes de travail, des méthodes traditionnelles de suivi de performance doivent donc évoluer. On doit se mettre des indicateurs de performance. On parle souvent d'OKR. Moi, c'était les premières fois que je voyais ces termes-là. Fait que on va revenir beaucoup au SMART et autres, mais c'est vraiment des objectifs puis des résultats attendus, donc permettre de maintenir un suivi régulier, aligné sur les objectifs. Et ça nous prend aussi des indicateurs qui sont transparents, qui nous permettent de favoriser l'autonomie et la responsabilité de l'équipe. J'ai décidé de vous mettre quelques exemples. Donc, l'objectif, c'est vraiment un objectif, est une déclaration qualitative claire de ce qu'on souhaite accomplir. Ça doit être inspirant et mobilisateur. Si je mets des objectifs qui font aucun sens pour l'employé ou qui ne sont pas orientés sur la mission de l'organisation, ça va être difficile d'aller chercher la mobilisation des membres de l'équipe. Et l'autre chose, c'est qu'il faut encore là que les résultats attendus soient mesurables. Fait qu'on parle de key result ou d'objectifs SMART. Donc, je rappelle, on le sait, c'est quelque chose qui est répété à maintes reprises dans plusieurs des présentations, mais ça va être mesurable et quantifiable. On doit avoir des objectifs clairs et atteignables et surtout spécifiques et mesurables. Fait que là-dessus, on va quand même enchaîner parce que c'est pas de la nouveauté, mais c'est juste un rappel. Félix, on va passer à la page suivante. Donc, si on va avec les éléments suivants, on va parler des technologies. On, vous savez que la cybersécurité, je pense que c'est un enjeu central dans la gestion d'une organisation. On sait pratiquement tous qu'on va se faire un jour ou l'autre avoir des tests, du moins d'intrusion, où on va être mis au défi. Mais on sait juste pas quand et comment. Fait que je pense que quand on a des gens qui sont établis maintenant un peu partout avec des fois des enjeux d'accès internet privé, public et autres, ben il faut revoir plusieurs de nos choses. Fait qu'on dit que l'adoption de plateformes collaboratrices comme Microsoft Teams, Slack, Zoom ou des outils de gestion comme Trello, Asana, ben ça devient des outils quand même primordiaux pour faciliter la collaboration. Mais il faut aussi porter une attention à la sécurité des données. Fait que la mise en œuvre de sécurité telles que le Zero Trust Network Access ou les solutions SaaS sont quand même des choses importantes. Hem, Même dans des petites organisations, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de ne pas mettre en place, je dirais, les bonnes pratiques à ce niveau-là. Hem, la cybersécurité, l'ergonomie, il y a plusieurs choses qui ça l'englobe d'avoir des gens qui travaillent en mode hybride. Ce qu'on dit, c'est penser à fournir les informations régulières en termes de cybersécurité. Hem, on dirait qu'il y a des périodes de l'année où on est plus mis au défi, puis il y a des périodes où on peut ralentir ou être, tu sais, des fois, on revient de vacances, on a perdu des bons réflexes. Fait que c'est important quand même de parler, c'est quoi les types de défis qu'on a en termes de cybersécurité? Qu'est-ce qu'on voit? Où nos systèmes sont peut-être, sans dire testés, mais en quelque part, oui, c'est testé. Mettre en place, des authentifications à double niveau, à multiples niveaux. Je pense que la plupart des organisations, c'est pas mal en place. Utiliser des connexions sécurisées VPN
établir des politiques de gestion de mots de passe, limiter les accès aux données sensibles, surtout avec la loi 25, hein. Je pense qu'on est tous en train d'écrire notre politique de loi 25 ou de l'aspect de la confidentialité, ça va, mais la faire vivre, la mettre en place, la déployer et de s'assurer qu'on a des pratiques optimales reste quand même un défi. Encourager l'utilisation des appareils de travail dédiés. euh, on le voit aujourd'hui, hein, des fois, nous, on fait de l'accompagnement dans des sports fin d'emploi. Ben, souvent, le cellulaire de compagnie et notre cellulaire personnel, ce n'est qu'un. On ne traîne pas deux cellulaires. Fait que la majorité au niveau des cellulaires, des plateformes qu'on va utiliser sur notre cellulaire, ben, c'est comme si on avait notre bureau à portée de main. En contrepartie aussi, c'est que si j'ai un qu'un ordinateur, il y a plus de chances que j'installe des choses personnelles et autres dans une pratique optimale. Ce sera toujours que l'employé n'utilise pas son ordinateur professionnel pour des motifs personnels. Instaurer un protocole en cas d'incident. Qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Parce que si l'employé a peur d'une sanction ou a peur mais il faut plutôt encourager à identifier les zones de risque, identifier les mauvais comportements ou les mauvais réflexes qu'on peut avoir afin de permettre rapidement d'aller voir est-ce que ça a eu une incidence sur nos portes d'entrée et est-ce qu'on est à risque. Former les employés à la reconnaissance des menaces et établir une politique claire au niveau du verrouillage des écrans, la déconnexion. Souvent, l'enjeu qu'on a avec le télétravail aussi, c'est que les gens vont se permettre d'accueillir chez eux des fois des gens, des sous-traitants, par exemple, un contracteur qui s'en vient réparer, je ne sais pas, ton frigo. Ben, l'employé peut être en mode travail, mais si la personne a accès à son écran derrière, jusqu'à quel point c'est confidentiel et autres. Tu sais, des fois, dans la vie courante, quand la personne est en train de faire son travail, elle ne porte pas attention nécessairement à la personne qui est chez elle. Peut-être que l'idéal durant cette période-là, c'est une déconnexion, prendre le temps d'accueillir la personne. Euh, Fait qu'on a beaucoup encore d'éducation à faire. On va aller à l'autre, à la seconde page. Donc, on dit de construire une culture aussi inclusive en milieu hybride. Je n'irai pas trop loin parce qu'on va parler d'EDI tantôt, mais quand on parle de ça, c'est vraiment de créer une culture d'entreprise solide qui nécessite des efforts conscients pour favoriser la connexion entre les membres de l'équipe. Comment on fait ça à distance? Ben, c'est qu'il faut apprendre à créer des momentum, hein. Au début, on le fait, hein. Il y a eu des 5 à 7 virtuels. On a fait livrer des boîtes repas chez nos collègues pour faire un petit 5 à 7 festif ensemble. Mais c'est des choses qui se sont perdues, mais il faut essayer de faire revivre ça, de créer des moments de discussion virtuels sur des thématiques, d'intégrer des activités sociales qui sont autant en ligne qu'en lien et favoriser, je pense, une journée de présentiel tous ensemble au bureau, que ce soit sur une base hebdomadaire, mensuelle, où on favorise le partage, où on amène l'esprit de collaboration. C'est drôle parce qu'hier, on était, moi et Félix, en congrès, puis je disais à quelqu'un, tu sais, on a vu Bertrand Hoult qui nous a parlé de leadership inspirant. Puis je vais toujours me rappeler qu'un de ses premiers conseils disait, ben faites des 5 à 7 parce que c'est là qu'on va prendre le temps de se connaître personnellement. Puis c'est là vraiment que se créent des liens. Et il n'y a pas à dire, il était sur un bateau avec un équipage de 16. Fait que je me dis, des fois, on oublie que les petites choses simples, les petits gestes qu'on avait, on les met de côté, mais ils sont tellement importants pour renforcer ce sentiment d'appartenance-là, ouvrir la frontière au-delà de juste ce que c'est le travail, mais de nos vies personnelles. Au niveau, légal, il y a quand même aussi des enjeux, on va probablement avoir une belle opportunité en mai de vous offrir un colloque où on va avoir un volet légal, mais ce qu'on dit, c'est que, tu sais, autant au niveau de la CNSST, hein, l'employé qui s'en va, qui est en travail en mode hybride, cette journée-là, il travaille à la maison, ça va partir une brassée de lavage et finalement, la laveuse a coulé, les 2 pieds lui partent, il y a un accident de travail. Est-ce que c'est un accident de travail ou c'est un accident personnel? Ben, les avocats actuellement vont nous dire qu'ils voient des demandes en CNESST parce que dans le contrat de travail, la période de travail ou tout le cadre du travail n'a pas été bien défini. Fait qu'il faut ouvrir encore là, réfléchir à ce qu'on est bien protégé comme employeur. Est-ce qu'on a mis en place toutes les bonnes mesures pour s'assurer qu'on n'ait pas de réclamation? Même chose au niveau de l'ergonomie. Si l'employé fait 2 jours de présentiel au bureau, puis 3 jours est en télétravail, si vous arrivez avec une tendinite, le problème est peut-être à la maison, mais la maison, il travaille autant qu'au bureau, mais souvent, on n'a pas des chaises optimales, le bureau il est moins adapté. Donc, il faut s'assurer que ce soit, il y en a des employeurs qui se sont même donné le droit d'aller faire des visites des postes de travail en courant d'année. C'est peut-être pas une mauvaise pratique. On trouve ça des fois intrusif, mais
De plus en plus, je pense que ça devient quelque chose qui est nécessaire de s'assurer que nos employés ont des environnements vraiment ergonomiques pour éviter des blessures ou de l'aggravation de blessures. Avoir une politique sur la confidentialité, les conditions de travail, on en a parlé un petit peu, fait que ça fait mon petit topo pour le volet vraiment, du travail en mode hybride. On aurait pu en parler de long en large, mais, je vais laisser Félix, enchaîner avec, équité, diversité et inclusion. Oui, donc on embarque sur l'équité, la diversité, l'inclusion. Comme disait Vicky, un thème quand même en vogue depuis 1, 2 ans. On en parle un petit peu plus depuis un petit peu plus longtemps aux États-Unis. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet-là, on a un balado qui est sorti déjà il y a quelques semaines avec François Derry, qui est un formateur chez nous qui s'occupe de ce volet-là, EDI en entreprise. Donc, je vous invite à aller le consulter. Donc, je débuterai par une brève définition pour faire ça rapide. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'équité, c'est l'idée de garantir des opportunités égales pour tous les employés en tenant compte des besoins et des situations spécifiques de chacun. Donc, ça, c'est vraiment l'équité, puis ne pas faire il faut faire la différence entre équité et égalité. J'ai une petite image à la fin qui va qui va vous faire comprendre ça. Diversité, ben, c'est la variété des caractéristiques individuelles au sein de l'entreprise, que ce soit l'origine, le genre, l'orientation sexuelle, les capacités physiques et cognitives, etc. Et l'inclusion, qui est quand même le thème charnière, je trouve, dans l'EDI, qui est l'environnement où chaque employé se sent valorisé, respecté, accepté. C'est vraiment ça, l'inclusion, où chacun peut dire ce qu'il pense, puis sentir pleinement de faire partie de l'organisation ou de l'équipe. Donc, je passe à ma prochaine slide. Puis, en fait, j'ai mis plus qu'une simple politique parce qu'évidemment, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de politique EDI, mais c'est beau d'écrire une politique puis de faire cette démarche-là, mais après ça, il faut qu'il y ait des actions de l'employeur, des employés qui soient mis en place pour faire vivre cette politique-là, puis pour que les employés ou peu importe les membres d'une organisation sentent qu'il y a quelque chose de palpable dans l'organisation. Donc, j'ai mis des petits points clés là, pour ça, les objectifs clairs, donc définir des cibles mesurables en matière de diversité. On parlait tantôt, Vicky parlait des objectifs SMART, donc c'est quelque chose de quantifiable, qu'on est capable de calculer dans le temps. Donc, la formation continue, qui est un super bon point par rapport à ça, puis qui est encore là, d'offrir des formations, des conférences sur l'EDI, c'est super bon, mais ça doit venir dans une vision un petit peu plus globale. Il faut que ce soit quelque chose qui soit vécu aussi dans l'organisation. Donc, je pourrais vous parler plus tard d'une petite étude de cas qu'on a faite là, avec un client, mais c'est ça. La culture d'inclusion, donc ça, c'est vraiment, euh, on parle d'instaurer une culture, une vision, que ça fasse partie des valeurs des organisations, que chacun se sente valorisé, inclus. Et voilà. Puis les audits réguliers, on retombe un petit peu aux objectifs clairs, ben, c'est d'évaluer ces pratiques-là, évaluer cette politique-là, puis de ne pas hésiter à changer certaines choses, à s'adapter aux besoins en cours de route. Puis je pense que la théorie des petits pas est super importante là-dedans. C'est un gros dossier qui peut paraître très compliqué, mais d'y aller une étape à la fois, puis de prendre ça à petite bouchée, pas voir ça comme un un gros projet qui est inatteignable, donc d'y aller une étape à la fois, en évidemment s'ajustant puis en faisant des audits réguliers, super important. Donc là, on passe un petit peu plus je vous ai mis un petit graphique, je trouvais ça intéressant. Évidemment que la taille de l'entreprise puis la réalité de votre organisation va avoir un impact un petit peu sur chacun de ces blocs-là parce que, évidemment, en fonction de nos ressources, en fonction des personnes qu'on a en place, ben, peut-être qu'il y a certains points qui vont être un petit peu plus simplifiés. Mais si on veut vraiment le graphique complet avec toutes les étapes, je trouvais que c'était une belle façon de le montrer, puis une belle boucle qui revient après ça, comme je vous disais, de faire des audits réguliers, de s'ajuster, de se repositionner. Ben, c'est un peu le cercle qui est démontré dans l'image. Donc, si on commence, énoncé de vision, mission de l'organisation, diagnostic, donc vous pouvez voir tous les points là, qui sont en lien avec le diagnostic, l'analyse des données, après ça, les objectifs, actions, indicateurs, des échéances aussi qui sont super importantes, puis on le sait, pas juste au niveau de l'ADI, mais en général, de mettre des échéances sur des projets ou sur des politiques ou des plans qu'on a au niveau de l'organisation, c'est super important. Aussi, responsabilité et collaboration, donc s'assurer que tout le monde c'est clair à ce niveau-là. On revient encore là aux validations du plan d'action, donc on s'ajuste, on se repositionne.
mise en œuvre du protocole créé par les personnes responsables, mesures et suivi, la fréquence, méthodologie, ajustement du plan d'action, et on revient à l'énoncé de vision, mission de l'organisation. Donc, je trouvais que c'était un beau graphique qui donnait une belle aperçu de ça. Ensuite, on passe un petit peu plus aux étapes. Encore là, élaboration d'une stratégie EDI avancée, ben, c'est peut-être le mot avancé est peut-être pas nécessairement important pour chacun, ou du moins pour chaque organisation, ça va varier. Mais je trouvais aussi là que ça donnait des bons indicateurs sur certaines choses qu'on peut aborder. Donc, élaboration d'une stratégie EDI avancée, mesurer l'impact des EDI, comme on a dit un petit peu plus tard. On revient au Net Promoter Score, qui est un petit peu différent. Je ne suis pas sûr que vous avez besoin, si vous êtes une plus petite organisation, de calculer à l'aide du NPS là, la diversité ou autre à l'externe de votre organisation. Mais tu sais, des petits sondages, par exemple, ça peut très bien faire le travail. Puis des petits sondages internes pour aller valider un petit peu les impacts, en fait, de la politique et des actions qu'on met en place dans l'organisation. Leadership inclusif, ben ça, c'est un point quand même super important de ça. Les gestionnaires ont quand même une responsabilité par rapport à ça dans leur approche. Ils ont un rôle important à jouer là-dedans. On parle des biens conscients aussi dans l'EDI qui est un point un peu charnière de ça. Ben, les gestionnaires ont quand même une responsabilité importante par rapport à s'assurer de déconstruire eux-mêmes leurs biens conscients puis d'offrir un style de gestion, un style de leadership qui est adapté à la politique qui est en place à l'EDI en général. Puis, stratégie de mentoring pour la diversité. Ben, le mentorat, je vous amène à l'image un petit peu dans quelques instants, là, je vous amène à l'image que je voulais vous présenter, mais chaque personne n'a pas besoin aussi du même niveau de support du gestionnaire ou du même encadrement par rapport à ça. Donc, je pense que c'est important d'avoir une stratégie qui est un peu individuelle à chacun. Ça se peut qu'il y ait des personnes ou des employés dans votre organisation qui aient des plus grands besoins à ce niveau-là. Donc, c'est important d'avoir à certains niveaux, là, d'avoir un programme de mentorat ou du moins de s'assurer de suivre ces employés-là. Puis ça, c'est l'image, en fait, je trouve, qui parle pour elle-même, là, où on voit un petit peu ça met vraiment en image là, ce qu'on parle au niveau égalité, équité. Donc, vous voyez que égalité, dans certains cas, ça sera pas la même, on n'aura pas la même impact que quand on agit avec équité, où là, on voit que chacun bénéficie d'un support personnalisé, chacun est traité en équité, mais inégalité. Donc, c'est certain que cette image-là parle d'elle-même. Donc, ça serait ça pour l'EDI. Je voulais juste terminer en parlant un petit peu d'un cas client là, qu'on a fait. En fait, évidemment, on offre de la formation chez Brio, puis on a travaillé un programme sur l'équité, la diversité, l'inclusion là, avec un de nos clients qui s'est échelonné sur plusieurs mois, en fait, où il y avait un lunch and learn qui était offert aux employés une fois par mois, où on décortiquait vraiment c'est quoi le DI suite à leur politique qu'ils avaient intégrée. Puis il y a aussi des stratégies de communication qui sont venues s'intégrer là-dedans. C'était pas juste on offre 6, 7 formations sur l'heure du dîner aux employés. Il y avait vraiment quelque chose de plus grand, des communications qui étaient envoyées, des activités aussi qui étaient faites de leur côté par rapport à ça. Donc, je voulais vous parler de ça pour vous dire que c'est vraiment c'est quelque chose qui doit être amusant aussi, qui doit être plaisant pour les employés. Ça doit s'inscrire dans une démarche qui est plus longue que juste d'écrire une politique ou juste donner des formations. Ça doit vraiment devenir une culture, puis ça doit s'intégrer aux valeurs de l'organisation. Donc voilà, c'est ça pour l'EDI. Vicky, je te laisse poursuivre avec la santé psychologique. Je vais me faire un petit bond sur ce Ben que oui, ben tu viens oui. de présenter, Félix, parce que tu sais, pour moi, l'EDI, des fois, en simplicité, je pense que c'est le soyons bien ensemble. Tu sais, c'est comment on réussit dans toutes nos différences à faire un tout, à se compléter, puis avoir les forces de chacun. Tu sais, c'est. euh, des fois, on pense pas, puis tu sais, je sais que François parle souvent des microagressions, à quel point on n'en est pas conscient. Tu sais, tu parlais des biais conscients tantôt, mais c'est tout ça, c'est que des fois, dans la vie de tous les jours, quand ça va vite, on ne prend pas le temps de réaliser des fois qu'on a des petits gestes ou on a des petites paroles qui peuvent être agressantes pour des gens qui font partie, des fois, de notre minorité dans notre milieu de travail. Puis, tu sais, on ne parle pas juste en termes de couleur de la peau, on peut parler autant en termes de diversité, on parle de TDAH, on peut parler ben, tu sais, de neurodiversité. Fait que Mhm. des fois, on oublie tous ces aspects-là, mais c'est ce qui fait aussi qu'on a des fois, tu
Tu sais, oui, quelqu'un qui a un TDAH, peut-être que des fois, on va lui reprocher d'oublier des choses ou d'être des fois un petit peu plus désorganisé. Par contre, il a sa force de sa créativité, puis il amène d'autres éléments où il va nous amener plus loin. Mais si on fait juste rappeler à la personne qui est toujours en train d'oublier, ben, à un moment donné, ça peut devenir aussi une forme d'agression. Fait que, un petit stop. Absolument, absolument. On va parler de santé psychologique, qui est quand même un aspect important. Je pense qu'en 2025, en 2024, on n'a pas passé à côté, puis en 2025, on ne peut pas non plus échapper au sujet. Fait qu'on va, je pense que l'humain se doit d'être au cœur tu sais, souvent chez Brio, on dit l'humain est au cœur des actions. Fait que ça reste un peu ça, hein, l'humain est au centre de nos actions. Puis on doit prendre, je dirais pas qu'on doit prendre, mais on doit amener l'employé à se prendre en charge, mais on doit aussi quand même l'accompagner là-dedans et ouvrir le discours sur la santé psychologique, physique. Je suis la première à dire, puis avoir fait le constat depuis 2011 que même si on fait les plus belles conférences sur la gestion du stress et de l'anxiété, si nos employés n'ont pas n'ont pas l'éducation ou n'ont pas les connaissances ou n'ont pas dans leur coffre d'outils tout le bagage pour savoir qu'à la base, une saine alimentation, ben, on se base sur le guide alimentaire, qu'on devrait dormir 8 heures par jour, par 24 heures, puis au moins avoir un équivalent d'un 30 minutes d'activité physique par jour. Si on n'a pas réussi à inculquer ça ou à le faire vivre, ça va être difficile quand même d'arriver à faire une gestion du stress ou de l'anxiété. Fait que la santé, c'est un tout. Puis je pense que tout ce qu'on va aborder dans les prochains éléments, ça va toujours être ça au global. La santé psychologique, l'intelligence émotionnelle, je sais que ça fait. Il y a deux écoles de pensée, hein. Il y a des gens qui sont très axés. Guillaume Dulude, qui est un psychologue qui a travaillé beaucoup sur les relations interpersonnelles, qui croit plus ou moins à l'intelligence émotionnelle. C'est pas un cerveau en soi qu'on a reconnu, mais moi, je le vois plus comme une approche de faire preuve d'un leadership qui est davantage inspirant, qui est capable d'aller rejoindre l'autre sur sa colline. Euh, je pense que les images qui nous parlent le plus quand on parle d'empathie et autres, c'est oui, j'ai une perception de mon point de vue à moi, mais si je m'en vais sur la colline de l'autre, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Puis est-ce que je dois adapter mon discours? Est-ce que je dois adapter mon intervention? Puis tout ça, ben, ça permet de réduire le stress, de renforcer la culture afin que les gens, notre équipe se sentent bien et que nous-mêmes, on se sente bien parce que quand on sent des malaises ou qu'on sent des tensions, ça va de part et d'autre où le malaise s'installe. Il faut que le modèle d'intervention aussi soit davantage axé sur la santé psychologique. Donc, les ressources humaines doivent mettre en place des modèles de soutien tels que les cercles de soutien des pairs. En Félix, on a des demandes régulières pour la formation des pairs aidants. Donc, on parle de Sentinelle plus plus. Oui, les centres d'écoute prévention suicide ont développé des belles formations, mais parfois, ça ne va pas assez loin dans le côté de l'intervention sur tu sais, la boîte à outils, notre coffre à outils, comment diagnostiquer la détresse psychologique. On la mettait, nous, dans la formation, dans la présentation au gestionnaire du programme d'aide. Puis à travers les dernières années, on l'a même bonifié en ajoutant aussi des signes de détresse ou les signes d'intoxication, par exemple, parce qu'il y a des enjeux de consommation dans le milieu de travail. La formation en premiers soins en santé psychologique, ouvrir les espaces de discussion sécurisés où un employé n'aura pas peur nécessairement de se confier sur la période de dépression qu'il a vécue ou autre. Euh, je me rappelle, le Gaz Métro, dans le temps, qui est bleu, avait des pratiques tellement innovantes. C'était peut-être mes premières entreprises qui m'ont inspirée parce qu'ils avaient réussi à mobiliser leur autre direction. On venait parler de santé psychologique. Je disais, oui, j'ai vécu un épuisement. Oui, j'ai vécu ça. Mais voici, j'étais capable d'aller chercher les outils, j'étais capable d'aller chercher des ressources pour m'aider et aller chercher une force. Euh, la détection des signaux de détresse font partie aussi quand même des actions prioritaires à mettre en place, hein. Si je veux soutenir mon équipe, les accompagner, je dois être capable d'identifier ces signes de détresse-là. Puis c'est quelque chose qui demeure important. Si on parle maintenant des deux derniers aspects, on va parler surtout de l'intégration du bien-être et d'une culture de bien-être. Euh, L'entreprise ben, doit miser sur cette culture-là pour créer des initiatives ou des séances de pleine conscience, des ateliers de gestion du stress. Euh, Actuellement, tu sais, souvent, même les gens vont nous dire, ben, comment on peut maximiser les services offerts, hein? On parle de médecine, mais on parle plus juste de télémédecine, on parle de médecine intégrée, qui va inclure aussi le volet présentiel. On va voir aussi dans cette culture-là, euh, lorsque, je vais faire un parallèle, mais lorsqu'on regarde les statistiques de nos gens, de nos bilans statistiques de nos clients,
les entreprises qui ont réellement une culture de mieux-être, c'est-à-dire qu'ils vont prôner l'activité physique, qui vont prôner une bonne alimentation, qui vont avoir des gestionnaires inspirants, on va voir que la gestion du stress et de l'anxiété est souvent moins grande comme motif de consultation que chez une clientèle où on va refléter plus la population, à peu près 25 des enjeux de consultation vont être en lien avec le stress et l'anxiété parce qu'on n'a pas cette culture-là. Fait que d'aller chercher cette culture-là, de la développer, d'amener l'adhésion va avoir un impact fortement gagnant. Mesurer l'efficacité des programmes de mieux-être, donc utiliser des indicateurs tels que l'absentéisme, l'engagement des employés, la satisfaction au travail. Rapidement, hein, maintenant, on sonde de plus en plus, que ce soit parce qu'on a la norme entreprise en santé ou la certification ou encore euh, parce qu'on doit le faire dans le cas des risques psychosociaux. Ça nous amène à aller sonder les gens. Et là, vous allez voir qu'en mettant en place des initiatives, que ce soit le programme d'aide ou autre, vous allez voir des améliorations de l'état de santé global de vos employés, de leur état de mieux-être. Et nous, on le voit même, souvent je dis aux gens, ben, quand on regarde des fois les motifs pour lesquels les gens viennent consulter versus les arrêts de travail, quand notre PAE est bien implanté, qui est bien utilisé, ben, on va réussir à prévenir les invalidités santé psychologique. Donc, oui, peut-être qu'on aura du présentéisme thérapeutique, ce serait un autre sujet, mais ça va nous permettre de rétablir nos gens en s'appuyant peut-être sur la sphère de leur vie qui va quand même le mieux. Fait que Mhm. Félix, je te laisse enchaîner. Ouais, ben, je rajouterais juste un petit point. Puis, tu sais, Oui. par rapport à ça, tu sais, je pense que c'est une tendance qui va prendre de plus en plus de place. Tu sais, on va en parler à chaque année. Puis, en fait, il y a aussi un aspect générationnel. C'est que la nouvelle génération veut ça, puis a peut-être une conscience un petit peu plus élevée que le bien-être puis la santé psychologique est important. Donc, je vous dirais que, encore là, comme j'en ai parlé plus tôt, d'y aller tranquillement, mais d'instaurer cette culture-là, ça va vraiment avoir un impact sur plusieurs volets, puis même sur la rétention ou l'attraction des employés. Donc, on passe maintenant à la formation. Donc, c'est un peu mon département, si on veut, chez Brio. Je m'occupe vraiment de coordonner la formation et tout, si vous ne le saviez pas déjà. Donc, je vais vous parler rapidement un peu de notre vision de la formation, développement des compétences. Puis, tu sais, c'est sûr que là, on va aborder l'angle un petit peu plus euh, des compétences relationnelles, évidemment, parce que c'est ce qu'on offre, mais évidemment, il y a d'autres volets où qu'on pourra aborder aussi là, au niveau des compétences numériques, compétences techniques et tout. Mais c'est ça. Donc, on part là-dessus. Je trouvais ça important quand même de débuter en vous montrant un petit peu l'évolution des demandes de notre côté avec les années, en lien avec la formation chez Brio. Je trouvais que ça adressait quand même, ça pouvait vous dresser un bon portrait de, de comment ça avait évolué. Évidemment, on offre encore de la formation sur la gestion du stress, de l'anxiété à un très grand volume quand même, mais les thèmes forts un petit peu d'année en année, je trouvais que ça donnait un bon portrait. Donc, évidemment, 2020-2021, gestion du stress, de l'anxiété, gestion des équipes à distance. On est dans la COVID, évidemment, donc ça fait tout son sens. 2021-2022, conciliation travail-famille et détecter les signes de détresse psychologique. Donc, on a vu évidemment au niveau des statistiques et tout, puis même au niveau des motifs de consultation là, chez Brio, on a vu quand même une hausse au niveau de la détresse psychologique dans la période après COVID et même pendant la COVID là, pour ces années-là, et des enjeux évidemment au niveau de la conciliation travail-famille. Donc, c'est ça pour 2021-2022. 2022-2023, droit de gérance, bienveillance, respect, civilité. Ça a été un thème fort aussi qu'on a offert chez plusieurs clients à ce moment-là. 2023-2024, Vicky vous en parlait plutôt un petit peu, notre programme d'agent de référence en santé psychologique, qui est un programme qui encore là, fonctionne encore aujourd'hui, puis on l'offre encore dans les organisations, mais ça a été vraiment ça a été un beau programme qu'on a mis en place puis qu'on a offert aux organisations qui était vraiment de créer une espèce de filet de sécurité à l'interne. Donc, on parlait de Sentinelle plus plus. C'est vraiment une journée de formation qu'on offre dans les organisations. Puis, pour les gens qui ont de l'intérêt à être un peu ce filet de sécurité-là ou avoir un petit peu plus de connaissances, ça ne devient pas des thérapeutes en relation d'aide, loin de là, mais ça leur donne quand même un certain bagage ou des notions par rapport à ça. Puis, ça leur permet d'être un petit peu un père aidant, si on veut, là, pour leurs collègues. 2024-2025, sans surprise, avec la modernisation de la loi sur la LSST, beaucoup de demandes au niveau des risques psychosociaux, du harcèlement, de la prévention de la violence en milieu de travail. Et évidemment, comme parlait Vicky, on revient un petit peu, puis c'est de plus en plus des demandes que les clients nous demandent, mais un petit peu
une approche un petit peu plus globale de la santé. De là, l'intérêt, quand on parlait un petit peu plus tôt de nos collaborateurs, d'avoir des experts au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition, au niveau de la santé financière. Donc, d'approcher un petit peu les programmes de formation sur un volet plus global, parce que si on forme juste au niveau de la gestion du stress, puis que toutes les autres facettes un petit peu de la santé des employés n'est pas mis de l'avant, ben c'est sûr que ça va avoir moins d'impact. Donc, retour aussi de ça, la santé globale et mieux-être en entreprise. Donc, je passe à ma prochaine slide. Développement des soft skills. Je sais que dans une autre conférence, ma collègue Héloïse vous en avait parlé un petit peu. Je voulais quand même réitérer ce point-là. Les soft skills, on parle vraiment de compétences relationnelles, communication, gestion du stress, empathie, résilience. C'est vraiment des compétences qui de plus en plus sont mises de l'avant, qui sont aussi extrêmement bénéfiques autant pour les employés que les gestionnaires de développer ces compétences relationnelles-là. Ça augmente le niveau de dynamisme dans les équipes, le niveau de collaboration, le bien-être général en soi des membres d'une équipe. Euh, Puis évidemment, je disais plus bas, là, les organisations qui réussiront à faire ça, ben, dans le développement, les organisations qui réussiront à développer ces compétences essentielles-là, ben, évidemment, la performance va suivre. Parce qu'une équipe en santé, c'est sûr et certain, une équipe qui est bien, une équipe qui est capable de bien communiquer, qui a une bonne gestion du stress et tout, ben, c'est évidemment que la performance va augmenter. Donc, c'est ce que je voulais vous parler. Vers un apprentissage continu, ça, je pense que c'est quelque chose qui est super intéressant puis qu'on voit de plus en plus. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on veut développer aussi là, chez Brio là, pour 2025-2026, des parcours de formation un petit peu plus personnalisés, donc des cohortes qu'on voudrait créer, qu'on n'a pas pour l'instant, que plusieurs employés de plusieurs entreprises pourraient s'inscrire puis qu'on pourrait toucher un sujet plus précis. Donc, c'est quelque chose qui va s'en venir éventuellement. Mais comme je vous disais, personnaliser le parcours de formation des employés, c'est super important euh, en se passant un peu sur les compétences existantes, puis les objectifs de carrière aussi de chaque employé, ce qu'ils veulent, puis leur intérêt aussi, qui est super important. On parle de la rétention basée sur le développement des compétences. C'est quelque chose encore là qu'il faut miser pour les plus jeunes, les plus vieux, peu importe, mais de miser sur de créer des parcours, un petit peu de formation, de prendre le temps de s'asseoir avec les employés, puis de faire le tour de c'est où tu te vois dans 5 ans, c'est où tu te vois dans 10 ans, comment on peut t'aider, quelle formation on peut te fournir pour t'aider à atteindre un petit peu ce, 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 pas nécessairement ce poste-là, mais ces compétences-là que tu veux atteindre où tu vas te sentir valorisé, où tu vas sentir aussi que tu es performant puis que tu as une plus-value dans l'organisation. Puis, évidemment, au niveau de la rétention, c'est sûr et certain que ça va paraître. Je ne parle pas nécessairement des compétences numériques, mais je voulais quand même vous en glisser un mot. C'est super important de travailler sur ces compétences-là, puis de trouver un peu les acteurs clés dans l'organisation qui vont vouloir développer ces compétences-là au niveau plus numérique, parce qu'on sait qu'il y a un vent de changement très important en ce moment au niveau du numérique, de la technologie. Donc, je voulais quand même juste vous en parler, mais super important de garder l'humain au cœur de cette démarche-là, de ces programmes-là, pour que ça fasse du sens. Je vous parle rapidement, très, très rapidement. Comme je vous disais, on a un catalogue de formation qui est disponible sur notre site web. C'est la version 1 qu'on a mis en ligne déjà 2023-2024. On a une version 2 qui est travaillée en ce moment où vous allez voir des intégrations au niveau de la nutrition, au niveau du sommeil, au niveau de la santé financière, la santé organisationnelle aussi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui vont être ajoutés dans le nouveau catalogue. Mais pour l'instant, quand même, si vous allez sur notre page formation sur le site du PAE, vous allez avoir accès à tout notre catalogue, tout ce qu'on est capable d'offrir. Mais assurez-vous que, en fait, pas assurez-vous, mais sachez qu'il y a autre chose qui va être mis en place dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a un nouveau catalogue qui va être mis en ligne. On pourra vous le communiquer par courriel. Vous allez le voir aussi passer sur nos réseaux sociaux. On va aller un petit peu justement plus dans la santé globale, plutôt principalement sur la santé psychologique. On a différents formats, donc conférences, ateliers, formations. Vous allez avoir les détails dans le catalogue. On a des nouveautés aussi en 2025. Je parlais peut-être de créer des cohortes, des plateformes de formation aussi asynchrones, donc avec des modules que les gens vont pouvoir venir. On explore les possibilités en ce moment. Encore là, on va pouvoir vous tenir au courant de ça. Il y a quelque chose qui n'était pas dans la présentation Vicky.
Oui. que je voulais parler. On a des événements à venir, des matins inspirants qu'on appelle, donc qui sont à venir, qui ne sont pas dans la présentation. Donc, Lucas, si tu es capable de mettre le lien sur le site du PAE, événements mieux-être, je pense, ou activités Menu mieux-être, activité mieux-être. vous allez avoir nos 3 prochains événements qui s'en viennent, dont un qui est au mois de novembre en anglais sur le droit de gérance, la bienveillance avec François, qui est un de nos formateurs. Le prochain qui est peut-être Vicky, tu peux. En janvier, sur les coûts du non-sommeil avec Biron. Puis c'est souvent des vendredis matins de 7h45 à 9h. Puis on va avoir avec Adina en mars sur le volet de nutrition. Là, c'est dans la semaine du 15 mars, Gestion de la 16 mars. dépression, de l'anxiété par la nutrition, donc un thème super intéressant. C'est gratuit pour l'instant, donc pour cette année, du moins pour ces activités-là, c'est gratuit. Donc, vous pouvez aller vous inscrire. Lucas va probablement avoir déposé le lien dans la Parfait. conversation. Félix, Ouais, avant qu'on enchaîne, j'ai fait un petit lapsus, puis c'est une validation que je n'avais pas fait, puis il y a quelqu'un qui nous a porté attention. Guillaume Duluth n'a pas son titre de psychologue, même si c'est son PhD, là, il n'y a pas, par choix, comme quelques intervenants qu'on a dans notre équipe, hein, a fait le choix absolument. de dissocier de l'ordre, fait qu'il ne porte pas le titre de psychologue. Fait que, mais à culpa, je tiens à m'excuser, puis merci à la personne qui a été vigilante. Faut juste prendre des fois les bons termes. Il s'agit juste des fois de prendre le mauvais angle, puis autres. Fait que Ouais, merci beaucoup absolument. pour la correction. C'est ça, la communauté, c'est de se partager les informations, puis c'est apprécié. Puis je ferais juste une petite parenthèse. Ouais, Plus un point de vigilance parce qu'on parle de formation, de développement de compétences. Il y a un élément qui ressort quand même actuellement dans les statistiques qu'on voit, c'est euh, l'enjeu aussi tu sais, d'une génération qui a peut-être de la misère à s'adapter au changement. Pendant la pandémie, c'était beaucoup les jeunes, équilibre travail-famille. Là, actuellement, nos 50 ans et plus, puis je suis là-dedans, là, fait que, mais à coup pas, mais on se rend compte vraiment que la vitesse auquel vont les changements, le côté autodidacte qu'on nous demande, tu sais, parce qu'on va nous dire, ben, va écouter des vidéos, il y a des vidéos, ou va. Il faut développer beaucoup plus d'habiletés qu'auparavant pour aller acquérir de la connaissance. Puis notre connaissance, on ne peut pas la garder à un niveau de base. C'est le Teams qu'on utilisait en 2020, puis le Teams d'aujourd'hui avec toutes les apps qu'on rajoute, ben c'est autre chose. Fait que, tu sais, des fois, de ne pas oublier que oui, on demande un développement de compétences, mais ça se peut que la compétence, elle doit évoluer à un autre niveau, puis s'assurer qu'on donne le soutien, puis que nos gens sont capables de suivre cette vitesse-là d- pour acquérir cette compétence-là qu'on demande. absolument, absolument. Je laisse Donc, enchaîner parce que oui. ben oui, déjà 12h45, je fais ça rapidement. Donc, un merci à tout le monde là, d'avoir été là. C'est toujours apprécié. Puis, tu sais, une petite phrase qu'on voulait ajouter, l'heure est venue d'agir pour façonner l'avenir du monde du travail. On est dans un monde du travail en changement, donc des petites actions, y aller une étape à la fois, c'est super important. Je voulais vous parler rapidement. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de rester au courant de ce qu'on fait, de ce qui est diffusé. On a nos balados qui sont en ligne. On a déjà 5, 6 peut-être qui sont en ligne. Il y en a plusieurs aussi qui vont venir avec des experts, qui soient internes, externes. Donc, allez voir ça.